BFM Business, Intégral Placement, les réponses aux questions. Et ce sont à présent vos questions patrimoniales qui trouvent leur réponse avec Jean-Philippe Dubosc que l'on retrouve surtout sur mesfinances.com. Prêt, Jean-Philippe? Je suis prêt, Cédric. Question de Marie-Elisabeth. Est-il vrai que les arrêts de travail pour les parents qui gardent leurs enfants à cause du confinement vont être transformés en chômage partiel? Eh bien, Marie-Elisabeth, vous avez bien compris, vous avez bien entendu. Effectivement, Olivier Véran, le ministre des Solidarités et de la Santé, et Muriel Pénicaud, la ministre du Travail, ont annoncé le 17 avril que les salariés qui sont contraints de garder leurs enfants à domicile à cause du confinement vont être mis au chômage partiel à partir du 1er mai. Alors, pourquoi cette mesure? C'est parce que, effectivement, les salariés, au bout d'un certain temps, risquent une baisse de leur indemnisation. C'est le cas, par exemple, des salariés qui justifient de moins de 5 ans de présence dans l'entreprise. Eh bien, au bout de 30 jours d'arrêt de travail, leur indemnisation va passer grosso modo de 90% de leur salaire à 66% seulement de leur salaire. Grâce au chômage partiel, ils vont toucher 84% de leur salaire net et même 100% s'ils sont payés au SMIC. Marie-Elisabeth, je rappelle que le chômage partiel, en revanche, n'est pas ouvert aux fonctionnaires, aux travailleurs indépendants et aux professions libérales. Donc pour ces actifs, eux, ils vont continuer à avoir des indemnités journalières s'ils sont contraints de garder leurs enfants âgés de moins de 16 ans à leur domicile. Je rappelle aussi que ces arrêts sont possibles uniquement si l'actif ne peut pas télétravailler, c'est-à-dire si sa présence est obligatoire sur son lieu de travail. Et puis, dernier point aussi, Marie-Elisabeth, pendant le chômage partiel, eh bien, on ne valide pas de trimestre à la retraite, alors qu'au bout de 60 jours d'arrêt de travail, eh bien, un trimestre est octroyé gratuitement et validé. Bon, voilà donc la réponse. Si jamais, Jean-Philippe, ce qu'on attend se produit et que le Premier ministre nous annonce vraiment les modalités du déconfinement et notamment le retour des enfants à l'école, les données qu'on a pour le moment nous laissent imaginer que ce sera une rentrée cadencée, que ce sera en petits effectifs, enfin bref, que tout le monde ne retournera pas à l'école le 11 ou le 12 mai et donc les parents vont devoir continuer à garder leurs enfants. Ça veut dire que le dispositif va perdurer? Alors c'est vrai qu'en fait le communiqué des deux ministres ne fait pas référence à la réouverture progressive des écoles, mais vous avez raison, il va se poser une question qui va devoir être réglée. À mon avis, il va y avoir un décret qui va préciser le cas où les parents sont en arrêt de travail pour garder leurs enfants, mais qu'ils ont décidé de ne pas mettre leurs enfants à l'école. Vous savez que le Premier ministre va sûrement le dire d'ailleurs à 15 h, mais il a été bien dit qu'il n'y aura pas d'obligation de scolarisation. Oui, que ce sera au choix. Donc du coup, voilà, là aussi, l'indemnisé, ce sera au choix. Pardon, je ne vous entends pas, excusez-moi. L'indemnité sera au choix aussi, enfin, c'est-à-dire qu'on pourra décider de continuer à toucher un... Du coup, est-ce que se pose la question, si, pour les parents dont l'enfant peut reprendre l'école, mais qui décident que l'enfant ne revienne pas à l'école, est-ce qu'ils continueront à indemniser ou pas? Ça, je ne sais pas pour l'instant. Pour l'instant, ça n'a pas été tranché. À mon avis, ils vont pouvoir continuer à être indemnisés, puisqu'à partir du moment, en fait, on a ce libre choix, où il n'y a plus d'obligation de scolarisation. C'est assez, d'ailleurs, très étonnant, hein. En France, normalement, les enfants doivent aller à l'école obligatoirement entre 6 et 16 ans. Si ça n'est pas le cas, les parents peuvent être poursuivis. Et bien là, en fait, cette obligation a été levée. Du coup, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'ils ne pourraient pas être indemnisés. Bon ben voilà, on suivra bien évidemment cette question-là avec intérêt dans les prochains jours. Question de Patrick, toute autre chose. Peut-il déposer un testament alors qu'on est en période de confinement?
Alors c'est vrai que Patrick, je comprends que vous vous posiez la question puisque toutes les études notariales sont fermées, mais c'est pas parce qu'elles sont fermées au public qu'elles ne fonctionnent pas. Donc la première chose, Patrick, qu'il faut que vous fassiez, c'est que vous appeliez votre notaire si vous en avez un pour voir s'il travaille ou pas. Et puis s'il est fermé, trouvez peut-être un notaire qui lui demeure actif. Ce qu'il faut savoir, Patrick, c'est que vous pouvez très bien rédiger votre testament chez vous, sous seing privé, on appelle ça sous seing privé, mais c'est sur papier libre. L'important, c'est que vous le rédigiez intégralement à la main et que surtout, vous n'oubliez pas de le dater et de le signer, autrement il ne vaudra rien. Après, ensuite, il vous suffit de scanner le document. Alors, il existe plein d'applications mobiles gratuites qui permettent de scanner en prenant en photo avec votre smartphone le document. Donc vous le transformez en scan et ce scan, vous l'envoyez par email au notaire qui va l'enregistrer, qui va le déposer au fichier central des dernières volontés, le FCDDV. C'est un fichier qui est très important puisque au décès d'une personne, c'est pas forcément le notaire de la personne qui s'occupe de la succession, mais ce qui est sûr, c'est que le notaire, la première chose qu'il va faire, c'est qu'il va consulter ce fichier pour savoir s'il y a un testament. Et s'il y a un testament, eh bien, il contacte l'étude dans laquelle le testament a été déposé et il demande une copie. Et comme ça, il connaît les dernières volontés du défunt. Alors, vous avez aussi la possibilité de faire un testament authentique et moins contestable vis-à-vis de la justice, puisque en fait, il est rédigé sous votre dictée à un notaire en présence d'un second notaire d'une autre étude. Alors, le souci, c'est qu'en période de confinement, ça veut dire qu'il faut faire ça en visioconférence et via une plateforme sécurisée. Donc il faut que les deux notaires soient. Oui. Et en gros, on sait qu'il y a 40% des études qui sont équipées. Bon, voilà, mais ça veut dire qu'il y en a 60 qui ne le sont pas. et puis c'est une opération qui coûte plus cher, puisque ça implique deux notaires de deux études différentes. Bon voilà Patrick, quelques éléments de réponse. Gérard est médecin à la retraite et il veut savoir s'il est exact qu'il peut remplacer un confrère sans payer de cotisation. Oui, alors clairement, tout est fait, on va dire, pour que les médecins retraités reprennent du service pour venir en renfort des médecins qui sont particulièrement sollicités à cause de cette crise sanitaire. Donc oui, effectivement, Gérard, vous avez la possibilité, si vous reprenez une activité libérale, que vous remplacez un confrère, effectivement, la Caisse autonome de retraite des médecins de France, la CARF, a décidé de ne pas prélever de cotisation vieillesse. Alors, il faut savoir que les médecins libéraux cotisent à 3 régimes de retraite, le régime de retraite de base, un régime de retraite complémentaire, et les ASV, c'est les allocations supplémentaires vieillesse qui sont pris en charge partiellement par l'assurance maladie quand les médecins sont conventionnés. Donc oui, effectivement, Patrick, Gérard, vous pouvez reprendre une activité sans payer de cotisation vieillesse. Et bien voilà, le temps est écoulé. Jean-Philippe, merci beaucoup d'avoir répondu présent et d'avoir répondu aux questions de nos auditeurs et de nos téléspectateurs. On se retrouve bien évidemment très vite pour d'autres sujets qui vous sont chers. Jean-Philippe Dubosc et tout sur mes finances.